bien un aspect souvent difficile. En termes de représentation, on a parlé de représentation, surtout on a parlé de représentation, et cette notion de responsabilité des acteurs face aux accidents représente souvent l'une des difficultés. Il y a l'accident, il y a la façon dont on le reçoit, et il y a la façon dont la société reçoit l'accident, puisque la responsabilité n'est rien d'autre que la façon pour une société de demander à une ou plusieurs personnes de rendre des comptes, puisque le droit, ça n'est pas autre chose que ça, c'est de rétablir un équilibre qui a été faussé par la survenance d'un accident. L'équilibre va se rétablir par une condamnation, plus ou moins forte, condamnation financière, condamnation pénale, peut-être symbolique ou non, de l'emprisonnement, évidemment, une sanction accessoire à l'interdiction d'exercice. Et parfois, l'équilibre, la justice, le droit va estimer qu'il n'y a pas de rétablissement, parce qu'il n'y a pas de faute. Puisque dans notre système français, le cœur de la responsabilité, c'est la faute, la difficile publique, on appelle la faute du service public, et la faute contractuelle, lorsque l'on est dans un établissement privé avec un contrat. Donc on va évoquer, grâce à des témoignages, grâce à des gens qui, par leur expérience, pourront nous donner des éléments très éclairants sur ce moment difficile, mais un moment nécessaire, qui est la suite de l'accident, puisque une fois qu'il y a une victime, une fois qu'il y a un préjudice, c'est le temps du droit qui apparaît, le temps du droit, qui fait partie de la vie de l'établissement, qui fait partie de la vie des acteurs, parce que quand on choisit un métier, quand on choisit une activité, c'est comme pour le mariage, c'est pour le meilleur ou pour le pire, on l'a dit, on l'a vu, le risque zéro n'existe pas, il faut distinguer le danger du risque, le risque il est là, c'est le cœur même de la pratique physique, il y a le plaisir, mais derrière le plaisir, il y a aussi le risque. Il n'y a que les crocodiles que les experts ont vu hier, quelque part, qui vivent presque dans l'eau et sur la terre. Et nous, si nous allons dans l'eau, le facteur de risque est là. Ce métier, cette activité, cette passion, elle a des avantages, elle a des satisfactions, et elle comporte aussi des risques. Il y a des risques pour les baigneurs, il y a des risques aussi pour les exploitants. Il faut assumer tout cela et ne pas avoir peur de parler de ces questions. Donc, nous avons ici des gens qui sont extrêmement à même de nous donner des éclairages divers sur tous ces points. Je les cite très rapidement, ils auront l'occasion de vous en dire peut-être un peu plus sur eux. Chacun parlera un quart d'heure, 20 minutes, et puis ensuite on débattra. Nous entendrons dans l'ordre de présentation, mais nous les entendrons dans un ordre différent pour des raisons de calendrier et d'organisation purement intérieure. Monsieur BH, dont tout le monde a lu ou devrait lire le livre sur le droit des baignades, qui nous parlera des accidents vus du juge. En témoin numéro 2, les accidents, la défense des intérêts des acteurs professionnels, par M. Lacroix, secrétaire général de la Fédération des maîtres d'infrastructure. Au-delà du drame humain, notre troisième témoin, quel retour d'expérience dans la gestion des risques pour une commune victime d'un accident mortel, M. Ostati, avec peut-être l'avocat qui parle, mais déjà un intitulé intéressant, parce que la commune est victime de l'accident, mais il y a aussi une autre victime qui est la personne qui a subi un préjudice. Donc on voit bien que dans la question des représentations, cette responsabilité pose difficulté. Témoin numéro 4, la prise en compte des intérêts des victimes de la noyade ou d'autres souffrances, lors de la survenue d'un accident mortel en piscine publique par Madame Taverne, qui est déjà
ici présente, présidente de l'Association nationale pour la prévention des accidents en piscine publique, et en cinquième témoin, la position de l'assureur dans la délicate gestion des responsabilités en cas de décès dans un équipement public d'accès payant, avec M. Ekman, responsable marché des collectivités Groupama, parce que, évidemment, Dieu merci, eh bien, le droit offre des possibilités de prendre en charge certaines condamnations dans des conditions toujours délicates. Il y a parfois des conflits, après le conflit avec l'assureur. Et c'est la parole de cette possibilité, de cette obligation pour les établissements d'APS d'assurance de responsabilité qui sera portée par M. Ekman. Donc sans occuper plus l'espace, eh bien, je laisse la parole à Madame Taverne. Merci. Donc, je me représente, je suis présidente de l'Association nationale de l'accident en piscine. Je ne suis pas magistrate, avocate, experte en quoi que ce soit, je prends juste en charge les familles qui viennent taper à notre porte et qui ont perdu un enfant, un proche, dans un accident, dans une noyade, parce qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls, et quand ils approchent l'association, ils se posent la question de savoir, mais est-ce que ça arrive souvent? Avant, on ne pouvait pas leur répondre. Maintenant, on a, grâce à l'INVS notamment, on a quelques chiffres. Et ils cherchent également à essayer de se déculpabiliser, pas dans la mesure où on peut leur dire vous êtes blanc comme neige, tout va bien de votre côté, etc. Ce qui n'est pas vrai. Il faut juste leur dire que ce n'est pas de leur faute et que le drame qu'ils ont vécu est un drame collectif. C'est un drame qui appartient à la piscine, à la collectivité, parce que c'est un drame qui s'est passé souvent quand l'enfant n'était pas seul, qu'il était soi-disant surveillé par un maître nageur sauveteur. Je ne suis pas là pour les attaquer, ils ont un métier très très éprouvant. Mais en tout cas, il faut rassurer les familles parce que c'est un défaut de surveillance pour la plupart du temps. Et donc, vraiment, voilà, donc nous, on est là pour essayer de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, pour les soutenir sociologiquement en tout cas et les prendre en charge. J'ai des mamans que j'ai depuis plus de 10 ans au téléphone de manière aléatoire pour les soutenir. Voilà, donc ça c'est le premier point. Dans le deuxième point, je voulais dire il n'y a pas de petits, en tout cas dans les familles qui sont dont un proche est décédé dans une noyade ou qui est resté paralysé. On a des familles qui souhaitent porter plainte, mais en général, les familles qui nous approchent, nous, à l'association, ce sont des familles qui n'ont pas envie de se prendre dans une situation, en tout cas, avec la justice. Ils n'ont pas envie de s'en mêler, ils ont peur aussi d'être regardés de travers, ils n'ont pas envie d'en parler forcément en société. Et donc, ils ont juste envie d'avoir une quête personnelle. En fait, nous, on est plus là-dessus, on est vraiment sur une démarche très personnelle des familles. Voilà. En général, on intervient, maintenant on n'intervient plus pour leur fournir plus les moyens. Une association, on n'a pas de droit d'entrée et on n'a pas de partenaire ni de subvention de l'État. Et donc on leur fait plus de conseils. Pendant un moment, on arrivait à leur fournir un conseil parce qu'on avait des avocats, amis, partenaires qui se mettaient au service des familles. C'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, dans notre approche des familles qui restent, elles ont du mal à comprendre et pendant très longtemps. Donc ça peut demander, Pierre, je sais que vous en parlera, mais ça peut demander très longtemps. Et puis il y a des familles qui ont envie aussi de passer très vite. En général, quand il y a une noyade dans la piscine et que les familles nous approchent, leur cheminement prend environ 6 ans. C'est une moyenne. Parce qu'elles ont le temps d'en parler, un temps où elles ne peuvent plus rien faire, et un temps aussi pour que la piscine dans laquelle le drame s'est déroulé change. Voilà, il faut un déclic, et un déclic qui va être en fait salvateur. Voilà. Voilà, moi je ne peux rien vous dire, en tout cas sur la justice, les procès, etc., parce qu'on ne s'en occupe pas du tout.
En tout cas, nous on ne voit que l'émotion des familles et c'est déjà assez difficile. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci pour ce témoignage. Je propose peut-être d'entendre monsieur Ostachi. Il a été cité, donc ça sert de transition, puisqu'il va nous faire part d'un retour d'expérience. Madame Travers nous a parlé de l'expérience concrète vécue par les familles. Et bien là, on va avoir aussi une autre perception, une autre représentation qui sera très certainement complémentaire, qui va nourrir le débat comme ce tout à l'heure. Bonjour. Donc moi je viens pas un peu me placer d'un point de vue juridique de responsabilité dans mon stage que j'existe, de façon à discuter, mais ça je pense que ça sera développé un peu après. Moi je vais parler de l'aventure d'une mini-piscine. C'est une piscine créée en 115 de Canton, financée à 80% par l'État, dans une collectivité. 4500 habitants de la création, qui se retrouvaient d'une belle équipement à l'époque, et jusqu'en fonctionnement de l'établissement. On va être impacté par très vite la crise du pétrole, par les nouvelles circulaires scolaires qui déjà plus encadrement, la création de petites classes dans les années 80. Donc on s'est retrouvés, nous, en 96, on était passé à 10 000 habitants, on était 2 maîtres nageurs et demi, on plein temps en mission, on travaillait dans des conditions très souvent seuls en surveillance, communautaire, avec famille largement 350 à cette époque-là, seul, donc et ça semblait normal, bien sûr, avec des lettres recommandées expliquant qu'on devait la peine d'intervenir. Et donc, samedi, fin d'après-midi, au mois d'avril, une personne seule dans le bassin, 15 ans, qui a été retrouvée par une PGR dans le travail du géniteur. Amené à l'hôpital et donc décédé. Suite à ce décès, c'est un choc quand on décès, les parents n'ont pas porté plainte et il y a eu poursuite contre le maître nageur, contre la collectivité qui a été décidée très rapidement. Derrière, bien sûr, toutes les conditions de travail qui étaient demandées, bien sûr, du fournisseur, avoir un téléphone d'emploi de secours à l'accueil, ne pas travailler des sols d'affilée. On était pris en compte immédiatement, bien sûr, dans les 2 mois dans la saison d'été. Le président qu'on avait à l'heure actuelle, à ce moment-là, dans cette circonstance, on avait perdu son épouse par modèle aussi et semblait un petit peu habitué à ce genre de fait. Donc ça n'a pas vraiment fait avancer les choses. La maman de cet enfant, Christine, a décidé de s'investir a découvert le fonctionnement de métier de la nageur, on a depuis 5 ans, pas de poste en 96, donc juste affiché le diplôme, et a donc été pris contact avec l'enfant et a fait du travail de Paris, l'Assemblée nationale, etc., sur les relations. En 2020, on a eu un changement de municipalité. En 2002, on a fermé la piscine pour des raisons de sécurité. On avait une flotte qui flanchait, c'était difficile
totalité. Et il s'est posé le problème, donc, à ce moment-là, de qu'est-ce qu'on faisait de cette piscine. Et les élus, une nouvelle équipe, a décidé de réorganiser la piscine, à savoir d'écouter les professionnels, donc à créer un organigramme, une direction, à intégrer les maîtres nageurs dans la réhabilitation de la piscine, à écouter les élus, les habitants, donc Christine en l'occurrence, Christine. Et on a donc mis en place, pour monter cette piscine, on a mis à plat un peu tout ce qui nous semblait utile, à savoir au niveau de l'infrastructure, au niveau des conditions de travail, et au niveau des projets d'établissement. Au niveau de la structure, on a donc fait des bassins faciles à surveiller. On a décidé de rester sur une formule locale, ce qui concerne 1000 habitants, et pas partir dans une structure ludique, etc. Donc, ici, deux bassins très faciles à surveiller. Un traitement d'air, permettre des conditions de travail de maître nageur, des modifications. Et donc, ce travail ensemble dans l'équipe a permis de faire un très bel outil. Les conditions de travail ont été prises en compte, les demandes par rapport aux projets, aux animations, varier le travail des maîtres nageurs a été respecté, à savoir que, comme on en parlait tout à l'heure en plénière, on change d'activité toutes les 40 minutes au maximum quand on est en scolaire, toutes les heures quand on est en activité, et toutes les 20 minutes quand on est en cours. À savoir qu'on n'est jamais sur le même poste de surveillance, on passe par notre activité, mais on change de poste de surveillance, on change de chaise, de zone de surveillance. Voilà, donc moi, les trois points que je vois, c'est qu'il faut une volonté politique. Je pense qu'il y a beaucoup de piscines qui sont dans le cas où on n'a pas été écouté pendant très longtemps. Il se trouve que la noyade a été un déclencheur. C'est dramatique de se dire qu'après en 75, un accident en 96, et il a fallu 21 ans d'un accident pour que les élus réalisent qu'ils avaient un outil qui était merveilleux, qui comportait des risques. Voilà. Donc, je me pose aussi la question de l'État qui met à disposition des piscines en les finançant sans mode d'emploi, à savoir que la réglementation est vraiment animée. On peut ouvrir avec un maître nageur pendant plusieurs défilés. Très peu de choses avec une France, une personnalité, etc. Voilà. Pas d'organigramme, c'est-à-dire pas de direction, pas de personne pour discuter et remonter les demandes. Et 2002 donc, nous a permis, nous, d'arriver à un bon fonctionnement. On a eu le problème de conscience qui a été beaucoup discuté et qu'on a été finalement le grand posé. Tout le monde était bien sûr bouleversé par un accident et on s'est dit ça existe. Est-ce qu'on a le droit de faire le choix de ne pas prendre un équipement flexible, un toboggan, un équipement posé bidon, il n'y avait pas beaucoup. Voilà. Alors bien sûr, obligation de moyens, derrière, beaucoup de maintenance, c'est lourd, mais bon, c'est bien un choix. Donc moi ce que je voulais vous montrer, c'est comment un accident arrive à bouleverser une psychologie, tant des élus, le personnel, bien sûr, c'est un peu, je n'en parle pas trop, mais ça nous a permis de reconsidérer notre travail, de se remettre en place d'une réalité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc on va passer à notre troisième témoin, peut-être monsieur Bella, qui, alors que l'on a vu deux hypothèses où la responsabilité est une responsabilité dans son aspect peut-être moral ou psychologique, se sentir responsable,
Mais il y a un autre acteur qui peut faire son entrée, c'est la société, le droit, représenté par le juge, qui va, à la demande de la victime, eh bien, trancher la question de la responsabilité juridique. Et M. Bellache va vous dresser à grands traits, avec l'esprit de synthèse qu'on y connaît et que l'on trouve dans son ouvrage, eh bien, ces questions qu'il connaît bien, puisqu'il a écrit Le droit des baignades. Donc je lui cède la parole pour les questions de responsabilité. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter très rapidement. Je suis magistrat, maintenant honoraire, là ayant fait son métier, et depuis 20 ans environ, je m'intéresse au droit des baignades, ayant été dans une autre vie moi-même maître nageur quand j'étais étudiant, et tout ce comme ça, pour financer ses études, donc je suis maître nageur. Je vous confesse tout de suite, pour ceux qui sont véritablement maîtres nageurs, que je n'ai pas fait, depuis quelques années déjà, les révisions. Donc, voilà. Ceci étant dit, avant de commencer mon propos, j'ai quand même quelques recommandations à faire. Première recommandation, est-ce que vous avez pris des aspirines? Deuxième recommandation, plutôt c'est une demande, avez-vous votre permis de conduire? Et la troisième recommandation, à la fin du cours, ne me jetez pas vos stylos à la tête, si j'ai l'heure de déplaire, parce que, eh ben, mon Dieu, j'ai pas pu solutionner tous les problèmes qui pourraient éventuellement vous intéresser. Alors, l'aspirine, vous l'avez tous pris, c'est l'entrée en matière, car la matière, comme m'a demandé de vous communiquer, est d'une redoutable difficulté. Pas tellement sur le problème du juge, mais sur le problème fondamental, essentiel dans une activité à risque, comme est celle, comme est la vôtre, c'est la responsabilité. Et quand je dis la responsabilité, j'ai déjà commis une erreur. Donc j'ai déjà engagé ma responsabilité, car il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Le permis de conduire, c'est très simple, c'est une métaphore, c'est une image. Celles et ceux qui sont venus en automobile, ici à Poitiers, eh bien, ils ont, avant de partir, se sont assurés que les pneus étaient gonflés, qu'il y avait des centres en réservoir, que le frein fonctionnait. Tout ça, c'est la vérification technique de la sécurité. On n'a pas envie, effectivement, de se retrouver dans le fossé. Donc avant, on fait attention. Eh bien ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. C'est l'équipement des baignades, tout ce qu'il y a lieu de prendre en compte pour éviter que, matériellement, un accident puisse se produire. Mais une fois que vous avez démarré votre voiture, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je le pense. Vous avez roulé à droite et vous avez vraisemblablement respecté les limitations de vitesse. C'est-à-dire les règles de droit vous permettant, avec les règles de sécurité attachées à la voiture, arriver à bon port. Et bien en matière de baignade, c'est exactement la même chose. La piscine, c'est l'automobile, et le droit, les règles de conduite, eh bien c'est le droit des baignades, créneau sur lequel. Alors, évidemment, on m'a demandé aujourd'hui d'intervenir une vingtaine de minutes, je vais essayer de tenir le challenge. Mais enfin, c'est comme si on demandait en 1 heure de repeindre la Tour Eiffel avec une brosse à dents. Voilà, la matière est tellement redoutable et difficile qu'il faut, ordinairement, quand je m'exprime sur le sujet, il faut à peu près 6 et 8 heures. Alors donc, il va falloir faire étroit. Pour ça, je vais donc faire l'essentiel, mais le but va être de fixer les critères, les éléments qui vont vous permettre de bien comprendre dans quelle situation de responsabilité vous pouvez vous trouver engagé. Alors, la matière, je l'ai dit, est extrêmement difficile. Pourquoi est-elle difficile? Parce que déjà vont se percuter dans votre activité professionnelle, donc dans une réalité de terrain, plusieurs responsabilités. On en identifie traditionnellement 3. Le juristes s'accordent. Ils ne sont pas toujours divisés sur 3 responsabilités principales. La responsabilité civile, le droit commun, dans notre langage, la responsabilité administrative et la responsabilité pénale.
Le problème, c'est que dans bien des cas, ces responsabilités vont se télescoper. Alors, la responsabilité civile, le droit commun, c'est très simple. Elle se décline en deux branches. La première branche, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la branche contractuelle, la responsabilité contractuelle. Pour qu'il y ait une responsabilité contractuelle, il faut qu'il y ait un contrat. Quand je prends mon billet, mon ticket pour entrer à la piscine, eh bien, je passe contrat. Et le contrat comporte des obligations pour celui qui est demandeur au contrat et pour celui qui l'accepte. Celui qui demande, moi, l'usager, c'est très simple, ça va être de payer le prix, puis de respecter le règlement intérieur de la piscine à laquelle j'accède. Mais le débiteur, l'autre partie au contrat, le directeur de la piscine et son staff, eux aussi ont des obligations. Et en matière contractuelle, il y a toujours une obligation. C'est l'obligation de sécurité. Il y en a d'autres, information, etc., etc. Enfin, je vous ai dit qu'il fallait faire simple, vu le temps qui nous était accordé. Sécurité. Le mot est lâché. Dès lors que l'exploitant et son staff ont vis-à-vis de moi une obligation, celle de sécurité, si jamais il m'arrive un accident, si les règles de sécurité dont je devais bénéficier, ce que je devais bénéficier n'ont pas été respectées, malheur au vaincu, bien entendu. Deuxième branche, ça va être la responsabilité, c'est un petit peu barbare, hein. Mais bon, il n'y a pas d'autre expression, c'est la responsabilité quasi délictuelle. Hein. Donc, responsabilité civile, et cette responsabilité civile de droit commun, on va la retrouver dans les établissements privés. Hein, c'est-à-dire, c'est des établissements qui ne sont pas sous l'autorité des communes notamment. Première branche, je viens de l'expliquer, la responsabilité contractuelle. Deuxième branche, la responsabilité quasi délictuelle. Ben, c'est très simple, la responsabilité quasi délictuelle va intervenir quand il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire qu'elle va fermer en définitive tous les éléments. Alors, il y en a plusieurs, enfin il y en a trois. Il y a trois textes qui nous intéressent. Et là, souvent, on commence à claquer des dents quand je les évoque, parce que ce sont des textes redoutables. Le premier texte, rassurez-vous, on ne va pas dire que le civil. Hein. Sinon, à la fin du mois, il y a encore. Mais le premier des textes qui vous concerne quand vous travaillez dans des établissements privés, c'est l'article 1382 du Code civil. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est très simple, il y a une ligne et demie. Hein. Mais en une ligne et demie, croyez-moi, ce texte a permis des condamnations à la bourse. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une ligne, deux lignes, tout est dit. Et qu'est-ce qu'une faute en droit civil? On ne sait pas. Elle est indéfinie. Les juristes savants considèrent qu'une faute est commise dès lors qu'on a transgressé une règle tout aussi fugace, la notion de bon père de famille. Et c'est quoi la notion de bon père de famille? Ben, c'est de se comporter d'une manière responsable, d'une manière éclairée, avisée. Et c'est autour de cela, de cette faute dont le contenu n'est pas défini, que le juge va apprécier la responsabilité de celui qui va avoir commis une faute. Vous voyez que l'exercice n'est pas facile. Mais, justement, puisque l'interprétation de cette faute est élastique, large, et que quand il y a une victime dans une piscine, si cette victime est dans cet état-là, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui s'est passé d'anormal, donc de fautif. C'est dire que déjà les juges vont être impressionnés par cette notion de faute et auront, je vous le dis, je ne vous le cache pas, pour permettre le dédommagement de la victime, d'apprécier de manière très large une éventuelle
faux, c'est-à-dire un comportement contraire au bon père de famille auquel je faisais référence. Deuxième texte permettant d'engager la responsabilité civile, c'est 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, je viens d'en parler, mais restez bien assis, mais encore par sa négligence ou son imprudence, ou encore par sa négligence ou son imprudence. Les yeux dans les yeux, à part vous et moi, qui n'a jamais commis une petite imprudence dans sa vie, ou une petite négligence? Tous les autres, bien entendu. Mais dans tous les autres, il y a nous. Bien sûr, on est tous sujets à commettre, à un moment donné, une imprudence ou une négligence. Eh bien, celui qui va commettre une faute, 1382, j'en parle plus, 1383, une négligence ou une imprudence, même toute petite, s'il y a une relation de cause à effet entre cette toute petite imprudence et cette toute petite négligence, et la noyade, il y aura condamnation. Vous voyez que ça donne à réfléchir, bien entendu. Car encore une fois, je répète, parce que ça c'est fondamental, qui n'a jamais commis, pas d'intention, bien sûr, on n'en fait pas exprès, hein, mais commis une petite négligence ou une petite imprudence, tous bien entendu. Puis enfin, le troisième élément de la responsabilité quasi délictuelle, de droit commun pour les établissements privés, donc, eh bien, c'est le fait que chacun est responsable des agissements de ceux sur lesquels on a autorité, ou les objets dont on a la charge. Je vous pose une question. Qui est responsable des enfants? D'abord, les parents, ou par délégation, ceux qui ont reçu la charge d'assurer évidemment leur surveillance. Vous avez bien répondu. Si je devais vous noter, je vous mettrais 18. Parce que c'est exactement ça. Les parents restent responsables sur leurs enfants. Et c'est pas parce que vous allez fréquenter un établissement privé qu'il va y avoir un maître nageur qui va surveiller. Si vous êtes là, que votre responsabilité de surveillant au titre de parent, risquera éventuellement d'être engagé. Bien entendu. Ça n'exclura pas de maître nageur, mais les parents pourront bien sûr voir leur responsabilité engagée. Pour ce point, il y a de la jurisprudence. Depuis des temps, il n'y a aucun problème à ce niveau. Voilà. Deuxième responsabilité, je vous l'ai dit, puisqu'il y en a trois. Responsabilité civile, on vient le voir, qui sont réparties en deux branches, je ne reviens pas dessus. Il y a la responsabilité qu'on appelle administrative. La responsabilité administrative, elle apparaît quand? Bien, à chaque fois qu'il va y avoir au contrat d'accès à la piscine une personne morale ou physique de droit public, pour faire simple, une commune, ou un département, une région, voire l'État, c'est-à-dire une personne morale de droit privé ou un fonctionnaire. Eh bien, passer contrat avec un fonctionnaire d'État ou territorial, une collectivité territoriale quelconque, eh bien, ou une personne morale, c'est-à-dire la piscine de la commune, la piscine du département, de la région, il devrait y en avoir ou très peu, encore que si, il doit y en avoir une grande œuvre, éventuellement les piscines d'État, pour celles qui sont à Paris, pour l'entraînement des grands sportifs, etc. Eh bien, comme pour la matière civile, possibilité de passer un contrat qui va être administratif pour le coup, avec les mêmes conséquences et obligations que celles que j'ai évoquées. Et pareil pour les personnes morales ou physiques, eh bien, va apparaître une notion, c'est un petit peu plus difficile à concevoir, mais une notion de faute pour l'administration, et voire éventuellement une notion de responsabilité sans faute. Si l'administration commet une faute, d'imprudence, négligence, etc., elle devra réparer les conséquences, bien sûr, et si l'immeuble, l'objet appartenant à la personne
morale de droit public est à l'origine d'un préjudice, ça pourrait être la responsabilité sans faute. On est un petit peu à peu près dans le simplifié vraiment, simplifié dans le code de 1388. Et puis surtout, il y a la responsabilité qui fait mal. Je suis obligé d'aller vite, mais pourtant, la responsabilité qui fait mal, c'est laquelle? Bien sûr. Et la responsabilité pénale, elle est redoutable. Pourquoi? J'ai fait la distinction entre les personnes relevant du droit privé, celles qui sont dans des établissements privés, et les personnes qui sont dans des établissements, disons, publics. Mais le droit pénal, lui, il passe à l'horizontale à travers toutes ces personnes. C'est-à-dire que peuvent être pénalement condamnés les agents, les salariés du privé, les fonctionnaires dans le public, l'établissement privé est-qualité de personne morale de droit privé, mais aussi l'établissement de droit public, c'est-à-dire en définitive la DICIS et à travers elle surtout la municipalité. Et ça, on le doit à une évolution des années 2000 environ, où maintenant les personnes morales peuvent être pénalement condamnées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin il y a quelques exemptions. Un chef d'État peut être condamné pénalement pendant l'exercice de son mandat. Et cette règle ne s'applique pas dans les fonctions qu'on appelle régaliennes. Régaliennes, c'est-à-dire les tâches qui ne peuvent pas être déléguées. Donc ça, c'est de la cuisine de juristes. Ne nous égarons pas. Le droit pénal, lui, il est redoutable. Pourquoi? Parce que il s'intéresse à tout le monde, mais surtout, il a défini ce qu'était une infraction, lui. En civil, on a vu qu'on était sur quelque chose de flou. La faute, par référence à la notion de bon père de famille, bon, ça, il y a un contour assez indéfini, élastique, on met ce qu'on veut dedans. Le code pénal, non. Lui, c'est un outil extrêmement précis qui va qualifier avec précision chaque infraction. Alors, celle qui nous intéresse, il y en a plusieurs auxquelles vous pouvez être particulièrement confronter, dans l'assistance à personne en danger, etc. Mais essentiellement, l'homicide, bien sûr, la noyade, ça, c'est là, c'est un problème. Bien, le code pénal le prévoit, et prévoit notamment le délit d'homicide involontaire. Et il va nous dit, le code pénal, eh bien, si quelqu'un commet une imprudence, car on retrouve quelque chose qu'on a déjà, nous a déjà sifflé aux oreilles, ou commet une maladresse, ou commet une inattention, retenez bien le terme, commet une inattention, ou une négligence, retenez bien ce terme, une négligence, mais surtout retenez le dernier membre de phrase que je vais prononcer, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, ou pire, à un manquement délibéré à cette obligation, donc une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Mais mesdames et messieurs, vous avez dans les piscines une obligation imposée par la réglementation, par le règlement, l'obligation, même la loi, qui a été codifiée maintenant à la loi de Saint-Fabien. C'est ça qui est obligé. C'est une obligation. Eh bien, s'il y a un manquement à cette obligation, c'est la trappe ici. Condamnation, et cette fois-ci pénale. C'est-à-dire prison, ferme, amende éventuellement, interdiction d'exercer, vous l'avez dit, c'est tout à fait juste, bien sûr. Il y a tout un panel d'infractions qui va se développer pour punir l'auteur d'une imprudence, d'une maladresse, d'une inattention, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, lequel n'a jamais été un petit peu imprudent, lequel n'a pas toujours été très attentif. Ça fait partie de la nature humaine. Lequel n'a pas été un petit peu négligent. Il arrive 5 minutes en retard, alors que la piscine est ouverte. C'est pas très grave, 5 minutes. Le problème, c'est qu'il y a une personne dans le bassin, ça va être très grave. Donc c'est pas très grave d'arriver 5 minutes en retard, mais ça va devenir catastrophique s'il y a une personne dans le bassin. Bien sûr. Donc, une négligence, mais surtout, j'insiste, l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
pas enfoncer tout, vous connaissez ces droits, notamment l'obligation de... Alors, si un juge, ou plutôt un juge, le mot ne me plaît pas, si l'institution judiciaire arrive à démontrer que vous vous êtes rendu coupable, maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de surveillance notamment, et que cet élément a pu influencer ou a pu être un élément générateur de la noyade, vous n'avez plus de vos yeux pour pleurer, vous serez condamné. Alors comment faire pour ne pas être condamné? Ben, il faut être prudent, il faut être adroit, il faut faire attention, hein, il ne faut jamais être négligent, ça c'est pas possible, puis il faut bien entendu respecter les obligations imposées à la conduite. C'est pas facile, bien entendu. Alors, j'en viens à la deuxième partie de l'exposé. On va concentrer cet après-midi deux interventions que je devais faire, celle de ce matin et celle de cet après-midi. C'est quel est le point de vue du magistrat sur ces éléments et sur les noyades, comment traiter ces éléments. Il faut d'abord, enfin, à mon sens, on peut examiner la question sous deux angles. Le premier angle, c'est au regard au regard du droit lui-même. Vous savez, le droit des baignades. Et un peu l'épaisseur du bouquin, et je ne vais pas dire, rassurez-vous tout de suite, c'est le paradis. C'est un droit extrêmement compliqué. Il est redoutable. Je porte le témoignage ici devant vous que même les plus hautes instances de l'État, eh bien, s'y noient. J'en veux nous. Tellement c'est complexe. C'est complexe parce que, déjà, en 2003, on était plusieurs à avoir fait un colloque du sujet à l'Assemblée nationale. Et à cette époque-là, on m'avait interrogé sur la masse des textes qu'il pouvait y avoir. J'ai déçu. Parce qu'effectivement, j'ai constaté, observé, découvert, relevé qu'il y avait à peu près 120 textes traitant de la matière, sans compter les instructions. Je vous rappelle qu'en France, nul n'est censé ignorer la loi. 120 textes. Je répète, 120. Tout le monde les connaît ici, évidemment, ça la soigne. Hein, on est bien d'accord. J'avais relevé qu'il y avait aussi 59 circulaires générales, hein, plus ou moins diffusées. Les circulaires, c'est complexe, hein, c'est des circulaires diffusées, etc. Dont 21 d'ailleurs, rien que pour la baignade des scolaires. Bon, ça a évolué un peu, tout ça a été centralisé, fort heureusement, pour un texte. Hein, bon, quand même pas mal, des éléments, puis en tout cas pareil. Bien. Bien entendu, pour ne contrarier personne ce jour-là, puisque quand même nous étions en face de législateurs, des députés, etc., je n'ai pas parlé, en plus, des codes qui traitent de la matière. Hein, le code pénal, bien sûr, hein, le code de la santé publique, hein, le code de la consommation, le code de l'éducation, le code maritime, le code de la navigation sur les voies fluviales. Non, ça j'ai éliminé parce qu'on aurait trouvé que j'ai exagéré. Voilà. Donc, première observation du magistrat, cette législation est superflue pour trouver une bonne application. Avant nous, les auteurs savants ont dit Montesquieu, les lois inutiles tuent les lois utiles. Ben évidemment, comment s'y retrouver dans un fatras de textes comme ça? Or, bien entendu, les textes sont faits pour être respectés. Ben oui, s'ils ne le sont pas, faute, négligence, enfin pas tout ce que vous voulez, mais s'il y a une noyade à la suite d'une non-application d'un texte, c'est la mort, bien sûr, pour la condamnation. Hein? Voilà. Donc, première difficulté, c'est déjà ça. Et puis, je ne veux pas noircir le trait, hein, oui, j'ai quand même ébauché un peu le sujet. On est sur une matière où se percute, ce télescope, 3 grandes branches du droit. Ce télescope, 4 personnes.
la personne morale de droit privé, la personne morale de droit public, la personne physique de droit privé, la personne physique de droit public. 4 personnes. Le problème, c'est que les personnes de droit public, les personnes de droit privé n'ont pas le même statut. Et la chose se corse encore quand on cohabite dans un même établissement des personnes relevant par qualité du droit public et celles relevant du droit privé. Bien sûr. Ce n'est pas le lieu, puisque nous traitons que des piscines, mais sur les plages, c'est encore plus compliqué parce que, vous savez, l'eau. Sur l'eau, c'est la prédominance du préfet maritime. Sur terre, celle du préfet. Or, la baignade, elle commence à terre et se poursuit en mer. Alors, ça commence à... Vous voyez, on en rajoute. Donc, c'est extrêmement complexe. Et la détermination des éléments qui vont permettre d'entrer en condamnation civile ou pénale et civile, selon les circonstances, eh bien, repose parfois sur des critères flous, hein, je m'en suis expliqué, concernant la responsabilité civile. Donc, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. La deuxième façon donc, de voir les choses, c'est comment les magistrats, ce magna, essayent de circuler. C'est pas très facile, mais enfin, vous savez, les magistrats volontaires, quand ils ne circulent plus, eh ben, il faut le plaquer sur le côté, hein, et ils se réfèrent à ce qu'on appelle les principes généraux du droit. C'est-à-dire les règles de départ qui organisent notre société. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé au cas particulier le cas de chacun. Alors, les magistrats, ils vont réagir un peu différemment selon qu'ils appartiennent à l'ordre administratif, c'est-à-dire ceux qui vont juger les personnes physiques ou morales de droit public, c'est-à-dire les fonctionnaires ou les communes, pour faire simple, et puis les autres qui vont juger les salariés et les personnes privées, les personnes morales de droit privé. Donc déjà, s'il y a deux types de magistrats qui sont appelés à intervenir dans une même affaire, c'est pas toujours très simple. Hein, ça, bien. Et autre difficulté, c'est que les magistrats de l'ordre administratif, hein, ceux qui jugent les fonctionnaires et les communes, eh bien, ils ne vont juger que d'une chose, la responsabilité de ces personnes, c'est-à-dire les condamnations financières à leur attribuer, mais pas les condamnations pénales. Le principe de séparation, l'administratif n'a pas à connaître. Ça veut dire que si quelqu'un a commis une infraction pénale, le juge pénal va connaître de l'affaire, mais si ça met en cause la responsabilité d'une commune, c'est le juge administratif qui devra juger la commune au regard notamment de la décision qui aura été rendue par le juge pénal. En vrai, c'est un casse-tête fabuleux, bien entendu. S'agissant du juge civil, lui qui va devoir donc juger les personnes relevant du droit privé, personnes morales ou physiques. Eh bien, c'est très simple. Il va arriver en fin de course, recueillir les éléments qui lui ont été soumis pour dire, vous avez commis une inobservation des règlements ou une maladresse ou une imprudence. En conséquence, alors, pratiquement, comment ça se passe? Et là, je vais faire vite. C'est très simple. Ça commence, malheureusement, par un loyer. Ça, c'est embêtant, mais bon, sans loyer, évidemment, il n'y a rien. Bien. S'il y a un loyer, il y a les soins qui vont intervenir. Est-ce qu'ils ont été bien administrés, etc. Est-ce qu'ils sont intervenus tardivement? Donc, déjà, il y a un premier élément d'analyse qu'il va falloir prendre en compte. Et puis, après, les pompiers vont arriver avec des appareils de... Voilà. Et puis, comme il y a un mort, un cadavre, un noyé, ça, c'est clair et net. Va y avoir, dans 99% des cas, et même peut-être un peu plus, une enquête de gendarmerie. L'enquête de gendarmerie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rechercher comment, en raison de quoi, pourquoi l'accident a pu se produire. Est-ce qu'il y a eu des négligences?
Est-ce que le règlement n'a pas été respecté? Est-ce que, voilà, ils vont rechercher, à travers les éléments susceptibles de caractériser ou de générer une infraction, si ça a été commis ou pas. Et puis, si c'est très compliqué, le procureur de la République, qui est destinataire de l'enquête de police, il dit, oh, c'est bon, il ne comprend rien, il va désigner, ça fait presque tout le temps, ce qu'on appelle un juge d'instruction, qui va reprendre et compléter, faire d'autres recherches, affiner, piocher, hein, pour voir effectivement s'il y a eu ou pas négligence, imprudence, ainsi de suite, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis quand le juge d'instruction va avoir bouclé son enquête, et vous savez que le juge d'instruction est un personnage redoutable, il y a beaucoup de moyens, c'est un homme charmant, hein. On va jouer avec lui, hein. Il n'y a aucun problème, il fait son job. Hein. C'est le médecin qui vient vous voir, il vous explique, vous l'aimez bien, et puis il vous dit, bah, monsieur, vous l'aimez bien, vous avez un cancer. Boum. C'est plus tard, le juge c'est un peu ça. Ah, il enquête, et voilà, et on voit un peu dans quel état se trouve le corps social qui a permis de générer, d'entraîner la mort d'une personne. Voilà. Puis quand l'enquête est finie, ça va revenir au parquet, bon, on va donner cette notation, et puis surtout le tribunal va être saisi. Et le juge, le tribunal, on dit indépendamment, le juge du tribunal c'est la même chose dans notre jargon. Bon, le tribunal quand même, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va regarder si effectivement c'est une négligence, une imprudence, une inobservation des règlements, et puis si oui, compte tenu des circonstances, de la personnalité des uns et des autres, il va vous dire, bah, écoutez, voilà, voilà la recette, ça fait 3 mois de prison avec sursis, et 8 000 € d'amende. Puis interdiction d'exercer la profession de maître nageur, par exemple. Voilà. Mais je voudrais insister quand même sur un petit point. Il n'y a pas de haine. Quand vous allez voir votre Toumi, qui vous dit, écoutez, voilà, je suis désolé de vous le dire, mais bon, il y a un cancer de la prostate, ou une fois, ou je ne sais pas, il n'est pas énorme. Le juge, c'est pareil. Il vous dit, voilà, ça fait 3 mois avec sursis, ou 6 mois à faire, peu importe, hein, et tout le temps, il n'y a pas de haine. Il applique la recette découlant des éléments que l'enquête a permis de rassembler, de regrouper, avec une finalité, ça sera le mot de la fin, eh bien, le dédommagement de la victime. Car s'il y a un innocent, bon, à moins que la victime ait commis une propre faute, là on rentre sur des systèmes de partage de responsabilité, voire d'exclusion d'ailleurs. Si la noyade est due au fait exclusif de la victime, vous risquez rien, bien entendu. Mais il peut aussi y avoir à la fois une faute, une observation du règlement et ainsi de suite du maître nageur, et puis aussi une faute de la victime. Quand on aura un partage, c'est tout simple. Hein. Mais s'il n'y a pas de faute de la victime, là, il y aura une condamnation complète, totale, sur ceux qui avaient la charge d'organiser la sécurité, soit le maître nageur, soit le directeur d'établissement, la commune, tout ça, l'enquête. Mais il n'y a pas de haine. Le juge va administrer la caution. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas amère, hein, mais c'est les règles. C'est les règles. C'est pour ça que je vous invite à ne pas me jeter les stylos, ou les pièces, je ne sais pas, ce sont les règles qui s'appliquent. Alors évidemment, quand on est victime, on trouve que le juge doit toujours être assez sévère, hein, et puis quand on est condamné, on trouve que le juge a été trop sévère. Ben, si on arrive à considérer ça, c'est que je crois que c'est plus. D'un côté, on dit qu'il a été trop sévère, et de l'autre côté, pas assez. Bah, lui, avec un peu de. Puis les juges, vous savez, ce sont des hommes, des femmes, hein, avec les erreurs qu'ils peuvent commettre. Il faut se tromper, il faut être humble devant le droit, humble pour sonder les consciences, humble quand on est confronté à des problèmes de cette nature. Il y a des vies qui viennent de disparaître, il y a des gens éplorés, d'autres qui réclament vengeance. Il faut être humble. Et si le juge se trompe, eh ben, s'il n'est pas satisfait, on fait appel de sa décision et on va partir la preuve. Voilà ce que je souhaitais dire. Je m'excuse, on va être un petit peu rapide, hein, parce qu'il a fallu véritablement concentrer. Et j'ai bien le sentiment que je vais rester frustré, mais soyez convaincus, je suis 3000 frustré. Car ordinairement, je le fais en 13 heures.
Et là, bon, les choses, je pense que je ne peux pas faire autrement que de faire une discussion. Voilà, si vous avez quelques questions à poser, j'ai bien entendu votre discussion. Moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à l'inattention, la maladresse, la négligence, c'est bien dans le... Ah, attendez, il y a peut-être un planning, j'ai peut-être transgressé. D'accord. Et puis ensuite, on aura une bonne demi-heure de débat pour parler de faute, de responsabilité. On se verra à l'apéro après. Voilà ce que Merci à monsieur Bellach. Comme on dit dans les bonnes séries télévisées, la parole est à la défense. On va défendre peut-être s'ils ont besoin de l'aide. Les acteurs de l'espace nautique, ceux à qui l'on confie notre sécurité, et ceux qui nous ont aussi appris à nager, une mission. En la personne donc, des maîtres nageurs sauveteurs et M. Larry qui représente la fédération. Pour nous donner bien le sentiment, la position des maîtres nageurs qui sont, comme l'a dit M. Bellach, ceux à qui on va pouvoir demander éventuellement des comptes lorsque un accident survient. Je désire revenir sur un sujet évidemment qui est un peu très vaste. Alors, M. Bellach vous a fait une leçon de droit sur la responsabilité civile et pénale. Moi, je m'appuierai sur... Monsieur Lacombe, quelle leçon? Je m'appuierai sur des faits concrets et je vous citerai les noyades réellement où elles ont lieu et je commenterai certaines évidemment qui ne sont pas encore jugées et j'éviterai d'en parler trop. Mais en fait, alors je m'appuierai dans ce que je dis sur 10 noyades qui ont eu lieu depuis la plupart mortelle depuis 2-3 ans. Marseille, vous vous rappelez, en 2011, c'était 2011, Mamoudzou Mayotte en 2009, Les Herbiers en 2010, Ballon-Bonda en 2010, Poulet en 2009, j'ai jugé dedans, depuis 2004, Josy en 2008, Castéra-Vertusa en 2010, Royan en 2010, Roseau en Bretagne en 2008 et Ardieu en 2009. Bon. Alors, je n'arrive à dire un petit mot sur le monsieur qui a fait tout à l'heure un cours sur le poste. Je dirai un petit mot très rapidement. Le poste, il a été créé en 1998 et j'ai été le premier à faire pression auprès du ministère de l'Intérieur pour que un texte soit créé. Pourquoi? Parce qu'en 1997, nous avions eu sur la région parisienne, je ne citerai pas là, 2 noyades mortelles où le maître nageur était chercher le noyé, il avait ramené le noyé au bord, le deuxième sauveteur avait été incapable de mettre la bouteille d'oxygène en marche. Alors tout le monde s'est amusé tellement que ça a donné chaque fois un mort. Et ça avait donné 2 morts. Donc on avait dit à ce moment-là, en 1997, il faut à tout prix qu'on réglemente ces répétitions, que tout le monde répète réellement l'utilisation de l'oxygène dans sa piscine, et pour ça il faut créer une règle. Et c'est de là qu'est sorti le poste. Au premier abord, le poste, évidemment, paraît évident, il faut un poste, il faut une règle pour que tout le monde n'ait pas à réfléchir au moment où on doit réanimer un noyé. Le problème qui se pose maintenant, qui se pose déjà depuis plusieurs années, c'est que plus vous faites un poste précis et long, plus vous avez des chances d'être condamné. Et à ce moment-là, le juge d'instruction va chercher dans le poste, non plus dans la loi, mais dans le poste, ce que vous n'avez pas respecté. Alors moi je vous cite des exemples précis. La piscine de Courbevoie il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un bassin de 50 mètres, si je me rappelle bien, une chaise haute, et il y avait 2 maîtres nageurs. Le poste disait 1 maître nageur sur la chaise, 1 maître nageur qui tourne. Bon, c'était louable, c'était raisonnable. Résultat de course, le jour où il y a eu une noyade, un jeune qui était épileptique, qui était allé faire des années alors que c'était interdit,
et qui s'est retrouvé mort au fond du bassin. On est allé chercher les maîtres nageurs qui n'étaient pas à leur place sur la chaise haute, qui étaient en train de tourner sur le bord de la piscine, mais qui n'étaient pas sur la chaise haute, et ils ont été condamnés. Et là, ils avaient contre eux non seulement la famille, mais ils avaient même leur propre directeur, l'ancien directeur de Courbevoie, je précise, pas du tout M. Terrier,